Alors vous étiez nombreux à m'envoyer des messages comme quoi vous avez aimé la vidéo sur ma BMW M3 Touring où je vous ai parlé de toute la réalité de l'achat, de la vente, de la décote et de tous les chiffres concrètement combien m'a coûté cette voiture du point où j'ai décidé de l'acheter au point où je l'ai revendue. Moi je trouve ce genre de vidéo où on est complètement ouvert, on vous montre ça assez chouette. Je recherche ça sur YouTube moi-même, donc pourquoi pas le refaire aujourd'hui, mais cette fois-ci avec ma Mustang Fastback de 1967. J'avais reçu pas mal de messages quand j'ai commencé à parler de cette voiture, de la restauration, etc., de combien ça coûtait, chaque étape, et même récemment, avec tous les soucis que j'ai eu, à chaque fois bien sûr, il faut faire réparer, combien ça coûte et combien m'a coûté cette voiture jusqu'à présent. Je ne le savais même pas moi au début, je n'avais pas comptabilisé toutes les différentes dépenses pour avoir un chiffre final, mais c'est bon, je l'ai fait. Et je vais vous partager ça aujourd'hui. À savoir qu'il y aura une différence majeure comparée à la vidéo que j'avais faite avec la BMW M3 Touring, c'est que je n'ai pas revendu ma Mustang. Je compte jamais vendre cette voiture. Si tu n'as pas vu d'autres vidéos que j'ai fait sur l'histoire de cette voiture-là, elle a une importance très émotionnelle par rapport à mon passé, mon enfance, ma famille. C'est exactement la voiture qu'avait mon grand-père et ça m'a pris longtemps pour la retrouver et maintenant que je l'ai, j'ai pu faire une belle surprise à ma grand-mère. On a filmé cette expérience d'ailleurs et même juste aujourd'hui, je suis allé la voir avec la voiture et des moments comme ça, il n'y a pas de prix et c'est la raison pour laquelle cette voiture, je ne compte jamais la revendre. Donc on va parler vraiment juste des coûts vu que je ne l'ai pas revendue. On ne va pas pouvoir parler de décote ou même dans le cas d'une voiture classique comme ça, la valeur qui augmente. Ça va être strictement par rapport au coût et on va regarder des différents cas de figure parce que avec une voiture de ce genre, ça change énormément pour chaque voiture. C'est pas comme la M3 Touring où tu peux aller en commander une nouvelle maintenant et elles sont toutes similaires à part des différences en options. Quand tu viens sur des voitures un peu plus vieilles comme ça, elles sont toutes individuelles et chaque voiture a une valeur différente par rapport à comment elle a été entretenue, par rapport à, par exemple, l'année spécifique de la voiture. Une M3 Touring, que ce soit une 2022 ou une 2023, c'est quasi pareil, tu vois. Tandis qu'une Mustang, si c'est une 66 ou une 67, ça peut beaucoup changer. Alors malheureusement, les frais ne sont pas finis aussi sur cette voiture. On risque de devoir faire une deuxième partie à cette vidéo parce qu'il y a encore plusieurs choses que j'ai envie de faire, dont la plus grosse chose que j'ai envie de faire sur cette voiture, on en a déjà discuté, c'est la peinture. En vrai, elle n'en a pas particulièrement besoin, comme tu peux voir. Elle est en assez bon état. Et quand je dis refaire la peinture, ça ne veut pas dire changer la couleur. Dès que je parle de refaire la peinture, directement, c'est « Oh non, mais elle est trop belle comme ça !» Ça serait pour garder exactement la même couleur, sa couleur d'origine, ce vert foncé. Mais c'est parce que tu as quelques imperfections, tu vois, qui se baladent autour de la voiture, un peu de partout, des petites imperfections. Alors il y a deux écoles. Il y a celles qui pensent que ça fait partie de l'histoire de la voiture et du coup, il ne faut jamais la changer et la laisser comme ça et ne pas la repeindre. Ou il y a celles qui pensent qu'il faut qu'elle soit nickel, complètement restaurée et parfaite. Moi, je me trouve quelque part entre les deux. J'hésitais beaucoup parce que c'est vrai que c'est un peu comme les marques de guerre, c'est les cicatrices de la voiture qui donnent son histoire. Et si c'était vraiment la vraie peinture d'origine de 1967, je ne l'aurais pas touché. Mais là, ce n'est pas le cas. La voiture a été repeinte il y a presque 30 ans, je crois, dans le vert, pas exactement le même vert d'origine, mais presque exactement le même. À l'œil nu, on ne voit pas la différence. Il y a deux couleurs chez les Mustangs. Il y a le Highland Green, qui est le vert de Bullitt, du film Bullitt. Et après, il y a Dark Moss Green. C'est un autre vert un tout petit peu plus foncé, qui était une couleur d'origine de chez Mustang. Ma voiture a été livrée neuve en Dark Moss Green et après, je crois dans les fins d'années 90, de ce que j'ai pu comprendre, a été repeinte en Highland Green. Donc vu que ce n'est pas la peinture d'origine ni exactement la teinte de verre d'origine, c'est pour ça que ça ne me gêne pas de la repeindre et de la remettre en Dark Moss Green et du coup, au passage, régler toutes les petites imperfections qui se trouvent autour de la voiture. En sachant aussi que je suis sûr qu'il y a des petites surprises cachées en dessous de la peinture. Alors c'est une voiture qui n'a pas été entièrement restaurée, qui est belle vu son originalité, mais les bons côtés de ça, c'est que bon,
c'est sympa de savoir qu'elle est assez d'origine. Les mauvais côtés, ça veut dire qu'il y a sûrement du vécu. Donc il y a peut-être de la rouille qui se retrouve en dessous de la peinture ou plusieurs choses que la peinture peut cacher. Peut-être qu'à un moment, elle a tapé un petit peu quelque part, il y a du mastic. C'est un peu des choses que tu peux pas savoir à 100% jusque quand tu as mis la voiture à nu et que tu la connais vraiment parfaitement. Donc ça, c'est ce que je compte faire. Alors le problème, c'est que ça coûte très très cher. Donc j'espère pouvoir trouver quelqu'un qui va vouloir m'accompagner dans cette aventure pour essayer de minimiser les prix. Et aussi, c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement pressé parce que la voiture est quand même magnifique de la manière qu'elle est. Elle est quand même dans un très très bel état. Donc je ressens pas le besoin d'aller le faire directement maintenant. J'aimerais le faire un hiver. Je pense que c'est peut-être trop tard pour cet hiver, donc peut-être l'hiver de l'année prochaine ou même l'année d'après. Parce qu'en hiver, je roule la voiture moins, je vais décider à ce moment-là de refaire la peinture. Et même avant de refaire la peinture, l'idée c'est de la mettre complètement à nu, enlever les couches de peinture qu'il y a déjà dessus pour pouvoir voir toutes les imperfections, les régler et ensuite la repeindre en dark moss green. Alors c'était pas un accident, mais c'était, ça a quand même enlevé la peinture. C'est la raison pour laquelle j'ai les numéros 8 sur le côté. D'ailleurs, que je trouve qu'ils ne sont pas très bien faits, ils ne sont pas super centrés et ils sont peut-être un peu petits. Je vais peut-être refaire ces numéros 8. Mais la raison qu'ils sont là de base, c'est parce que j'avais fait un rallye. Une des premières choses que j'ai faites avec cette voiture, c'est que j'avais pris la voiture pour faire un rallye de 4 jours dans le sud de la France avec ma maman. C'était quelque chose de super spécial, le faire avec ma mère. On a partagé un moment incroyable. Et ils avaient mis des stickers pour le rallye sur le côté de la voiture. Et en enlevant ces stickers-là, ça a arraché la peinture. Juste là, au niveau du numéro 8 du côté passager. Preuve que je pense que la peinture qui a été refaite en fin des années 90 n'était pas top, mais aussi, bon, la voiture, la peinture, elle avait 30 ans, ça a dû être des sacrés stickers, et ça a arraché un peu de peinture. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on a caché ça avec le numéro 8. Moi, perso, j'aime bien. Il y a eu beaucoup de commentaires sur une dernière vidéo qui disaient qu'ils préféraient avec le numéro 8. Donc c'est pas une mauvaise chose, encore une fois. De base, quand ça s'est passé, je me suis dit, putain, je vais devoir repeindre la voiture directement maintenant. C'était pas prévu du tout dans mes frais prévus pour cette voiture-là. Mais en vrai, en masquant ça avec le numéro 8 sur le côté, ça m'a permis de retourner au plan d'origine, qui est d'attendre un petit peu et de faire ça au meilleur moment. À moins qu'il y ait une super offre ou une super opportunité qui arrive entre temps. Il y a aussi quelques trucs que je vais vouloir faire à l'intérieur de la voiture. Je vous parle des choses, avant de vous donner tous les chiffres, je vous parle juste des choses qui seront à venir pour que vous ayez un peu une idée. Parce que c'est une évolution constante avec ce genre de voiture. D'ailleurs, désolé pour le soleil, c'est un peu compliqué en hiver de trouver un moment où filmer, mais le soleil est tellement bas que c'est chaud de trouver le moment où tu as la lumière parfaite, quoi. Alors l'intérieur, c'est une des forces de la voiture que j'ai eu la chance d'acheter parce qu'elle est vraiment très très belle à l'intérieur. Mais ceci dit, il y a encore des imperfections, tu vois. Par exemple, ça là, ça tombe. Je sais pas, pour ouvrir, fermer la fenêtre, une fois sur deux, ça reste dans ma main et ça finit par tomber. J'aimerais bien faire polir des chromes pour qu'ils soient un peu remis à neuf, tu vois, sur le côté. Et il y a des endroits où les finitions sont pas top. Encore une fois, avec l'âge, je pense que ça a dû être enlevé et mal remis cette pièce, mais t'as vu, ça matche pas très bien. Il manque des vis dans certains endroits. Ici aussi, ça n'a pas été bien remis. Enfin, plein de petits trucs comme ça. La clim, elle, pour le coup, je l'ai déjà réparée. On va parler de ça dans les coûts. Ça a été très cher. Et j'aimerais aussi, on en parlait dans une dernière vidéo, changer pour avoir une autoradio, déjà qui fonctionne, parce que celle-ci, de base, quand j'avais acheté la voiture, elle fonctionnait, mais depuis, plus rien, ça fait rien du tout. Donc, enlever la radio d'origine, la garder, en mettre une qui ressemble quasiment exactement à celle-ci, mais avec le Bluetooth intégré et un caisson pour que le son sorte juste là, comme dans les voitures d'origine. Et l'idée de base, comme on avait vu dans la vidéo de Home Car, c'était ensuite de garder ces sorties ici et mettre des haut-parleurs qui marchaient, quoi. Mais depuis, et dites-moi ce que vous en pensez, mon idée c'est plus d'enlever carrément tout ça, remettre cette pièce-là, mais comme l'origine où il n'y a pas les trous pour les sorties de haut-parleurs, parce que d'origine, t'avais rien là. De juste mettre le caisson ici, parce que l'idée, c'est vraiment juste d'écouter de la musique de temps en temps. J'ai pas besoin d'un système sono qui soit dingue. C'est juste de pouvoir mettre un petit peu de musique, un minimum, quoi. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc ça, je pense que ça serait suffisant. Et avoir le look complètement d'origine. Et la raison pour laquelle j'ai envie de garder la radio de base, c'est parce que, bon, je garde toutes les pièces d'origine de base de cette voiture pour toujours pouvoir la remettre complètement comme elle était. Et si je rajoute le Bluetooth à celle-ci, qui sait, peut-être que la technologie va évoluer très rapidement et le Bluetooth, ça va plus être du tout la chose
la plus high-tech, parce que comme je compte garder cette voiture dans 10, 20, 30 ans, il faut penser à ce genre de choses. Donc je préfère garder la radio de base, comme ça j'aurai toujours la radio d'origine, et ensuite mettre des nouvelles radios que je pourrais changer en suivant l'évolution de la technologie disponible dans les années à venir. Sinon, à part ça, à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à faire. Elle est vraiment nickel. Enfin, regardez l'état du cuir. Ah oui, il faut juste que je fixe l'extincteur, qui est fait sur mesure d'ailleurs. SP11R qui m'ont fait ça. Mustang, et derrière, il y a écrit, en anglais, il y a écrit en honneur de Annie et Jean-Pierre Delaney, ma grand-mère et mon papy. Et la voiture, ça c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc il faut que je trouve exactement où je vais fixer ça. Mais un, c'est pratique parce que toujours bon d'avoir un extincteur. Et deux, dans la couleur de la voiture et tout, je trouve que c'est très très sympa. Alors, parlons des choses sérieuses maintenant. J'ai ma petite liste avec tous les coups que j'ai eu avec la Mustang. On va y aller une chose à la fois, comme on avait fait avec la M3 Touring, et ensuite avoir le grand total à la fin. Je suis devenu un peu plus technologique depuis la vidéo de la M3. La M3, on avait tout sur papier. Maintenant, j'ai tout sur un Excel, un fichier Excel. Alors, la première chose, et de loin la plus importante, c'est l'achat de la voiture. Bon, déjà là-dessus, ça peut être assez compliqué parce que tu as plusieurs choix. Déjà, ton premier choix, c'est est-ce que tu achètes une voiture aux États-Unis et tu l'importes France, Suisse, Belgique, Monaco, Angleterre, où tu habites, ou est-ce que tu en trouves une qui est soit dans ton pays ou européenne et tu n'as pas besoin de prendre en compte les frais de transport, les frais d'import, etc. J'ai un ami, Benny, avec qui j'ai fait une vidéo, qui en a une aussi, qui lui a décidé de faire l'importation. Donc il a acheté une voiture en Californie, il a fait restaurer en Californie et ensuite il a ramené ici. Alors c'était une autre période, c'était pré-Covid qu'il a fait ça. Depuis Covid, il y a eu énormément de personnes aux États-Unis qui ont décidé de eux s'acheter des Mustangs parce que traditionnellement les Mustangs et les voitures américaines étaient moins chères aux États-Unis. Parce qu'il y en avait juste plus. Mais, je sais pas, dans les 5-6 dernières années, il y a eu beaucoup de personnes aux États-Unis qui se sont chauffées et ont commencé à acheter ce genre de voitures. Et donc, limite, les voitures américaines sont arrivées à être presque au même prix que les voitures qui se retrouvaient en Europe. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de personnes qui en ont importé en Europe, donc il y en avait plus en Europe et le marché avait plus de choix et donc a été un peu plus stable et moins haut en Europe. Donc la différence est devenue plus petite entre acheter aux États-Unis et importer et en acheter une directement en Europe. Ça dépend aussi comment tu vas le faire parce qu'une fois que tu as fait ton choix sur où tu veux acheter la voiture, ensuite tu as le choix de dans quelles conditions. Est-ce que tu as envie d'en acheter une qui est nickel chrome, qui est complètement restaurée, prête à y aller, c'est bon, pas de taf à faire dessus? Ou est-ce que tu as envie d'acheter une épave et passer longtemps et dépenser beaucoup d'argent pour la restaurer toi-même? Est-ce que tu en veux une qui est d'origine ou est-ce que tu t'en fous et tu veux juste un gros moteur et un intérieur qui est un peu modernisé? Il y a plein de choses différentes à prendre en compte. Alors perso, pour vous faire part de mon choix et comment ça s'est passé et ensuite du prix, j'ai choisi, si je le pouvais, de rester avec une voiture qui était déjà arrivée en Europe. Si tu as déjà vu la vidéo de la M3 Touring, j'ai eu une mauvaise expérience en gérant une importation d'une voiture avec celle-ci. Ça a fini par me coûter plus cher et il y a eu beaucoup de frais que j'avais pas vu venir au début qui m'ont un peu surpris et donc ça m'a un peu fait peur par rapport à l'importation et donc je préférais en avoir une avec le moins de paperasse possible en termes d'importation. Ensuite, j'étais ouvert à différentes possibilités, que ce soit une qui était restaurée, c'était une épave sur laquelle il fallait bosser. J'étais un peu ouvert à tout. Ce qui m'importait, c'était que c'était une voiture qui avait mes critères. Alors mes critères, c'était une fastback, une de 67. Alors en 67, fastback surtout, tu as cette arrière qui plonge jusqu'à l'arrière et les phares arrière qui re-rentrent. Je voulais une 67, même plus qu'une 68, même s'il n'y a que des toutes petites différences, c'était la 67 que je recherchais. Donc verte, je voulais qu'elle ait un intérieur noir et en boîte manuelle. Ça, c'est ce qui m'importait le plus. Et quand je dis verte, ça ne voulait pas nécessairement dire qu'elle était repeinte verte. Mon rêve, c'était d'en avoir une avec un vert d'origine qui avait été livré en vert. Après, si c'était une épave et qu'il fallait la restaurer, ça nous aurait fait une aventure chouette sur YouTube, ça aurait été fun à filmer. Si c'est une voiture qui est complètement neuve, c'est cool aussi parce que t'as pas de travail, t'as pas tous les frais, t'as pas toute la paperasse à faire. Donc en gros, j'étais ouvert aux deux solutions. Et celle-ci qui est arrivée, c'était un peu un entre-deux des deux solutions. Donc verte d'origine, elle avait toutes les choses
que je voulais, sauf la boîte de vitesse qui était automatique. Alors ça, tu peux régler et on va arriver là-dessus. C'était une voiture où il fallait quand même faire un petit peu de travail, mais rien de très majeur. Donc c'était une restauration, mais pas une restauration complète non plus pour faire rouler la voiture parce que mécaniquement, la voiture reste très saine. Et c'est vrai que j'avais une préférence, moi, pour l'originalité. Si je pouvais trouver une voiture qui avait son moteur d'origine, son intérieur d'origine, l'extérieur le plus d'origine possible, c'était ma préférence. Et celle-ci est extrêmement originale et c'est ça qui m'a vraiment fait un coup de cœur sur cette voiture. Donc, au niveau de l'achat, j'ai mentionné que celle-ci avait la boîte automatique de base. Moi, au final, je l'ai achetée à un garage. Donc celle-là, elle venait d'arriver des États-Unis. Elle avait été chez plusieurs personnes, les Socal Frenchies, puis elle était partie chez Central Automarché à Boulazac. Eux qui l'avaient acheté et c'est chez eux que j'ai acheté la voiture. J'essaie de vous donner toutes les infos pour que ce soit clair, mais peut-être que je pars un peu trop dans tous les sens, vous me direz, mais bon, bref, au moins vous avez toutes les infos. Je suis allé la voir une ou deux fois, je me souviens plus exactement, chez Central Automarché. Et quand j'ai décidé d'acheter la voiture, je savais déjà qu'il allait avoir quand même du travail à faire dessus. Donc la réviser complètement mécaniquement. Il fallait refaire un petit peu l'en-dessous de la voiture, revoir le châssis, protéger le châssis et surtout pour moi faire une conversion à une boîte manuelle. Alors le fait qu'elle était automatique de base, ça me gênait pas trop parce que la boîte auto de base n'est pas dégueulasse de 1, mais la boîte méca de base est assez naze parce que c'est une boîte méca 3 vitesses il me semble. Donc ça veut dire que la première est super longue, c'est fait pour les routes américaines. Donc la première est super longue, donc quand tu roules un petit peu en ville, en fait tu passes ta vie sur l'embrayage. Et ensuite, quand tu arrives sur l'autoroute, tu n'as que 3 vitesses, donc tu es haut dans les tours, ça fait un boucan de ouf, ça consomme beaucoup, c'est vraiment pas pratique. Donc même si j'avais acheté une voiture méca de base, j'aurais gardé la boîte d'origine, mais je l'aurais sûrement changé quand même pour une boîte plus moderne, chose qui se fait beaucoup sur les Mustangs. Il y a une société qui s'appelle Tremec, c'est une boîte Tremec 5 rapports, qui est vraiment conseillée et qui aujourd'hui est sur une grande partie des Mustangs de cette génération-là. Donc, je savais en achetant cette voiture que j'allais avoir la conversion en boîte 5 Tremec à compter dans mon prix d'achat. C'était quelque chose, pour moi, le prix d'achat de la voiture en elle-même venait main en main avec le prix de, bon, va falloir la restaurer un petit peu et il y a la boîte à changer. Donc j'ai pu négocier et un grand merci à Central Automarché à Boulazac qui était ouvert à m'accompagner un peu dans tout ça. On a pu négocier un bon prix. Alors, à dire aussi que la voiture, je l'ai trouvée à travers une conciergerie, un ami qui m'a mis en contact avec une conciergerie et c'est eux justement qui ont trouvé la voiture. Et donc dans le prix que je vais vous donner là, il y a plein de choses incluses. Il y a commission pour la conciergerie, sûrement, pour être complètement ouvert avec vous. Je ne sais pas ce que c'était la commission, ça c'était entre eux. Il y a achat de la voiture, donc de chez Central Automarché, conversion de la boîte et restauration mécanique de la voiture. Alors tout ça, ça m'est venu à un prix total de 79 000 €. Alors ça risque de choquer dans deux sens, je pense. Il y a des personnes, quand je leur montre cette voiture, qui disent « mais non, mais ça doit valoir beaucoup plus de ça, je voyais ça être au-dessus des 100 000 € pour une voiture aussi intacte, etc. » Oui, il y a des Mustangs qui coûtent très cher, et entièrement restaurées, neuves. C'était pas trop le cas de celle-ci, elle n'a pas eu une restauration entière. C'est pas une Shelby, tu vois, avec très peu de kilomètres, etc. Là, tu peux taper dans les 200, 300, 400 000 € peut-être même. Mais il y a aussi les amateurs de Mustang pour qui plus de 70 000 € sur une Mustang de 67, c'est énorme. C'est une voiture qui valait 2 000 $ à la base, à l'époque. Et aussi, je vous donne tous ces chiffres. Si toi, tu es en train de regarder cette vidéo parce que tu aimerais peut-être un jour t'acheter ta Mustang, j'ai pas envie que tu te bases sur ces chiffres pour te dire que c'est exactement ça que va te coûter la voiture parce que c'est pas le cas. Tu as tellement, la beauté de la Mustang, c'est qu'ils en ont tellement produite et tellement de générations et de types différentes que tu en as à tous les prix. Tu peux t'acheter, tu vois, une coupée de 65, 66 qui va valoir beaucoup moins. Tu peux en trouver à 30 000 € par exemple. Tu peux t'acheter une cabriolet, ça va être un peu plus cher, peut-être 40, 50 000. Les plus chers en termes de forme, c'est les fastback. Et en termes de fastback, si tu es non Shelby, 67, 68, ça reste dans les années quand même les plus chères. Donc 79 000 € pour l'achat d'une Mustang, je sais que ça reste quand même dans la tranche haute, mais pour moi, c'est une voiture que j'ai regardée toute ma vie, qui a une signification tellement importante que si on le fait,
on le fait bien et autant mettre ce qu'il faut pour avoir un bel exemplaire et une voiture que je vais kiffer et que je vais garder pour le reste de ma vie. Surtout que c'est une voiture qui, en théorie, ne devrait pas perdre beaucoup d'argent, même si, bon, comme je compte jamais la vendre, qu'elle monte ou qu'elle descende en valeur, moi ça me change quasi rien, quoi. Et bon, pour rester dans la transparence totale avec vous, j'ai mis 2-3 trucs là qui ne m'ont rien coûté, qui ne m'ont pas été facturés. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à YouTube et c'est grâce à pub en quelque sorte que je peux faire pour une société à travers mes vidéos et à travers l'expérience naturelle d'avoir une voiture. Donc une chose que je voulais grave faire, c'était traiter un peu la peinture parce qu'elle n'était vraiment pas dans un bon état, la peinture. Et donc je l'ai amenée chez LHDK Customs en Suisse. Et si quelqu'un qui n'a pas nécessairement une chaîne YouTube voulait faire ça, ben, il y aurait certainement un prix. C'est pour ça que je l'ai inclus là-dedans. Parce que si tu suis toute l'aventure depuis le début avec moi sur la restauration de la voiture et ensuite tout ce que j'ai fait après, tu t'es peut-être demandé aussi au niveau de la céramique que j'ai fait sur la voiture chez LHDK. Alors moi, ça ne m'a pas été facturé. Donc heureusement, c'est à 0 €. Le transport aussi là-bas, ça ne m'a pas été facturé, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais ensuite, il y a eu, ne vous inquiétez pas, ça s'arrête là, les trucs qui n'ont rien coûté. Ça s'arrête là parce que le reste, c'est des choses mécaniques. Donc même si je suis conscient que j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de garages qui vont me faire un bon prix et me faire payer par exemple juste les matériaux grâce à ce qu'on fait sur YouTube, je m'y attends pas toujours et j'ai pas envie de m'y attendre parce que c'est pas quelque chose sur lequel je peux compter et des fois, c'est des choses que je filme pas parce que j'ai pas envie de faire une vidéo nécessairement sur juste une petite bricole qui ne va pas nécessairement vous intéresser vous. Je vais seulement faire une vidéo quand c'est quelque chose que je trouve a de la valeur pour la chaîne et pourrait vraiment intéresser quelqu'un qui aime suivre mon aventure avec cette Mustang. Donc, par exemple, j'ai pas filmé, mais j'ai eu 2-3 soucis avec la voiture. Les lumières de recul, quand je la mettais en marche arrière, en gros ça s'allumait pas, donc je savais pas quand la voiture elle était en marche arrière. Et on a dû analyser parce que la clim ne marchait pas. Et donc on a dû analyser ça et le temps qu'ils ont passé pour trouver un peu le problème. Ça m'a été facturé, donc ça je l'ai fait chez un garage ici à Nice. Et ça c'était 409,99 €. Ça on n'en avait jamais parlé sur la chaîne. Ça aurait été cool que ça avait été fait par le premier garage parce que même si on n'avait pas fait une restauration complète, quand tu vends une voiture, je pense que c'est quand même bien de vérifier que les lumières de marche arrière fonctionnent. Et là, on a vu qu'au moment de changer la boîte, en gros, ils n'ont juste pas remis, parce qu'en gros, quand ils ont changé la boîte, le câblage entre les phares arrière et la boîte, quand tu la mettais en marche arrière, était différent. Donc il fallait prendre un nouveau câble et mettre un adaptateur. Et à mon avis, ils ont eu peut-être un peu la flemme, enfin je sais pas ce qui s'est passé, pour faire ça ou commander les nouvelles pièces. Et donc ils avaient juste laissé le câble des feux arrière qui pendait en dessous de la voiture. Donc pas ouf, mais bon. La clim, ensuite, donc on a trouvé le problème. Et le problème, c'était qu'il fallait recommencer à zéro. Donc ça, encore une fois, c'était quelque chose, quand j'ai acheté la voiture, on m'avait dit que la clim marchait très bien. C'était pas du tout le cas, la clim elle était complètement pétée en deux, donc j'ai dû entièrement refaire ça. Et ça c'était assez cher, c'était 3079,80 €. Donc on en a un peu parlé dans une dernière vidéo, mais pas plus que ça. Voilà, il fallait refaire entièrement, donc ils ont tout... La voiture elle était partie pendant 3 semaines. Et il y a un expert qui est venu et qui a fait tout ça. Honnêtement, vous allez peut-être me dire en commentaire, moi je ne m'y connais pas du tout. Est-ce que c'est de la bonne valeur ça ou pas du tout? Ça me semblait assez cher, mais bon, en tout cas la clim elle marche très bien maintenant, heureusement. Mais voilà, les personnes qui l'ont fait étaient très sympas et c'est le prix qui m'a été annoncé. Je comprends que c'est quand même pas mal de boulot pour refaire toute la clim, donc j'étais plus que content de le payer et régler ce souci, même si du coup ça a été réglé à la fin de l'été et maintenant j'en ai plus besoin. Mais bon, ça sera sympa pour l'année prochaine. Ensuite, et ça, vous l'avez vu, il y a eu les problèmes électriques avec la voiture. Donc au niveau du câblage qui n'était pas assez puissant, qui était juste complètement pété parce que la voiture est vieille et donc tous les câbles qui étaient en train d'éroder complètement. Il y avait une érosion au niveau de tous les câbles et même les cosses sur la batterie et tout. Donc ça, je l'ai amené chez Homecar qui a été juste génial. J'en ai fait une vidéo et vous étiez nombreux à dire « Waouh, t'as vraiment trouvé quelqu'un d'exceptionnel » et je suis complètement d'accord avec vous. C'était une super expérience. Renaud de là-bas est super gentil et s'y connaît vraiment beaucoup et a fait un travail de fou en pas longtemps. Et donc ça m'a seulement coûté 250 € pour refaire tout le câblage. Donc ça a été super. Grand merci à Homecar parce qu'il m'a fait un bon prix là-dessus, donc j'apprécie énormément. Et ensuite j'ai dû quand même, bon je l'ai mis en prix parce que vu que j'ai eu des problèmes de chargeur, j'ai acheté un booster, 309 €.
très cher, mais bon, c'est le booster apparemment, c'est le truc le meilleur. J'en ai eu 2 parce que la première fois que je l'ai commandé, il marchait pas. Donc ils m'en ont renvoyé un sans me facturer plus et donc voilà. Donc ça, c'est les frais fixes que j'ai eu par rapport à la voiture depuis que je l'ai acheté. Ça nous amène à un total de 83 048,79 € pour l'instant pour avoir la voiture dans son état actuel. Il y a aussi une autre chose qui ne m'a pas été facturée et ce sont les pneus. J'ai des pneus qui sont quasi neufs sur la voiture, des pneus qui ressemblent à ceux d'origine. J'adore ces pneus qu'on a mis dessus. Et ça, c'est grâce aussi aux sponsors d'aujourd'hui. Donc un grand merci, on en parle dans beaucoup de vidéos, ils ont énormément soutenu la chaîne. C'est Pneus Online, c'est un site où tu peux trouver toutes marques différentes de pneus. Donc ils vendent des pneus seuls ou aussi des packs complets pneus jantes. Ils peuvent vous vendre les 4 pneus, un pneu à la fois. Ils peuvent même venir chez vous et faire un montage à domicile si tu as crevé un pneu et que tu as besoin de changer ton pneu à la maison et que la voiture elle ne peut pas bouger. Il y a des prix super intéressants là-dessus. En plus, j'ai un code promo tout simple, SEB, que tu peux utiliser pour avoir une petite remise. Moi, j'utilise ça sur toutes mes voitures, bien sûr, mais même maintenant autour de moi, ma famille, mes amis, mes proches utilisent tous Pneus Online et depuis qu'on a utilisé ça, commencé à utiliser ça, on est tous accros. Et en ce moment, avec l'hiver et les lois montagne qui se trouvent un peu de partout, c'est le moment aussi de se préparer et de prendre les pneus hiver, les pneus tout saison, si besoin, où il y a des belles offres aussi sur Pneus Online. Donc un énorme merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui aussi et de m'avoir équipé sur ma Mustang. Comme j'ai dit, toutes mes voitures, tous mes pneus passent toujours à travers Pneus Online. Et voilà quoi. Et ensuite, il y aura bien sûr d'autres frais qui vont venir. Donc la peinture, comme je vous ai dit, 2-3 bricoles à l'intérieur. Mais au total, pour vous donner une ordre d'idée en termes des prix, on est aux alentours des 83 000 € pour ma Mustang que j'adore, qui est vraiment une voiture tellement spéciale. Pour moi, elle en vaut 1000 fois. J'ai déjà eu 2 personnes qui m'ont contacté et qui ont vraiment essayé d'acheter la voiture et de me faire des offres pour plus que ce que j'ai payé. Enfin, après, tu sais jamais si c'est des trucs sérieux. Si ça vient au moment de signer le papier, des fois ça bégaye un petit peu. Mais de ce que j'ai vu, elle n'a pas l'air d'avoir perdu beaucoup d'argent. Je suis sûr qu'il y aura des experts Mustang qui vont dire ça a été une super affaire, comme d'autres qui vont dire que non, tu as quand même payé très très cher pour la voiture. Dans tous les cas, peu importe, pour moi, l'histoire, c'est le plus important, le côté émotionnel avec celle-ci. C'est une voiture qui ne pourra jamais être remplacée pour moi et elle en vaut largement la peine. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui rêvent un jour de s'acheter une voiture de collection et une Mustang, c'est une voiture de collection qui peut rester à peu près abordable, même si bon, une comme celle-ci, 67 fastback, ça reste dans les plus chers, mais une Mustang en soi, ça reste le rêve de beaucoup de passionnés auto. Un jour et c'est un peu, ça fait peur au début quand tu t'attaques au truc. Où est-ce que j'achète? Est-ce que j'importe des États-Unis? Est-ce que je l'achète en Europe? Est-ce que j'en prends une qui est complètement pétée en deux et je la restaure moi-même? Est-ce que j'en prends une restaurée et au moins j'ai pas de souci à me faire? Il n'y a pas une école qui est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment de la personne en question, de tes préférences, le temps que tu as, tes moyens et plein de choses. Donc tout ce que moi je peux faire, c'est vous ouvrir un petit peu les portes sur mon expérience, comment ça s'est passé, combien ça m'a coûté et de continuer à être transparent avec vous là-dessus, avec les frais qui vont venir avec cette voiture. J'espère que ce sera que les frais dont on a parlé, il n'y aura pas d'autres frais imprévus qui vont apparaître, mais je sais très bien qu'avec ce genre de voiture, il y a une chance qu'il y ait ça. Aussi, je veux juste dire, je ne veux pas du tout faire cette vidéo pour que ça passe pour le gars qui essaye de flexer de combien il a dépensé sur l'argent. Je sais que des fois, parler de l'argent et des coûts de ce genre de choses, ça peut être assez délicat sur les réseaux. Mais bon, mon point de vue, c'est moi j'ai juste envie de le faire en tant qu'un passionné qui parle à d'autres passionnés pour montrer la réalité de la situation parce que c'est pas toujours le cas. On peut dire des trucs à droite et à gauche par rapport au prix d'une voiture, par rapport au prix d'une restauration, à l'import. Et ce que j'ai réalisé en achetant celle-ci, c'est que des fois c'est des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont pas concrets. Et d'avoir le point de vue de quelqu'un et les vrais chiffres et les vraies dépenses concrète qu'il y a de quelqu'un qui a vraiment traversé l'expérience et acheté une voiture eux-mêmes et qui l'ont vraiment fait, quoi, ça a une certaine valeur et je trouve que c'est important et peut-être que ça peut aider à guider certaines personnes plutôt que juste beaucoup de blabla comme on peut retrouver sur internet. Donc l'idée c'est vraiment pas du tout d'essayer de me vanter par rapport à ça, c'est vraiment juste de vous partager cette passion et la réalité de cette passion et parce que ça, moi j'en ai rêvé toute ma vie, depuis que j'ai vu une photo quand j'étais grand comme ça, de mon papy qui en avait une quasi exactement comme celle-ci à l'époque, je me suis toujours demandé est-ce que c'est possible et si oui, combien ça coûterait. Donc j'espère peut-être être en train de parler à un passionné qui un jour va pouvoir, lui ou elle aussi, se permettre de s'acheter une voiture, que ce soit une comme celle-ci ou une qui n'a rien à voir,
peut-être qu'aujourd'hui ça vous informera un peu vers ça et vous permettre de vous préparer au grand moment quand le jour viendra. Sur ce, je vais couper la caméra, ça fait beaucoup de blabla. Vous en avez peut-être marre de moi qui parle. On n'a pas roulé dans la vidéo d'aujourd'hui, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Tenez-moi au courant si vous aimez ce genre de vidéo. J'ai encore ma BMW 135i où je pouvais vous parler des coups là-dessus. Et on pourrait même peut-être revenir en arrière sur les voitures que j'ai eues avant, la Ferrari 430 Scuderia, la Porsche Turbo S, d'autres voitures comme ça. Même si, bon, le marché a complètement changé, donc il faudra prendre avec des pincettes. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je bosserai là-dessus. Merci pour votre soutien, comme toujours. Merci à Pneus Online d'avoir sponsorisé cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!